Internet a été placé sous surveillance. En 2009, la France a procédé à 514 813 demandes d'accès au log, c'est-à-dire pour savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d'où, pendant combien de temps, et tout ceci étant conservé par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. À titre de comparaison, le pays le plus peuplé de l'Union européenne, l'Allemagne, n'en a réalisé que 12 684, c'est-à-dire 42 fois moins que la France. La volonté de surveiller les internautes a découlé des attentats du 11 septembre. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin a obligé les fournisseurs d'accès à Internet à stocker pendant 1 an les logs. La loi sur la sécurité intérieure, la LSI du 21 janvier 2003, a rendu ce dispositif définitif. Censée prévenir les menaces d'attentats, la surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une menace terroriste. La surveillance d'Internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer sous le contrôle direct de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Il y a mieux. Avez-vous entendu parler du projet INDECT ? INDECT a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par l'Union européenne grâce au soutien financier de la Commission, qui a déjà investi plus de 15 millions d'euros dans une affaire qui est prévue pour s'étaler jusqu'en 2014. INDECT, ça veut dire Intelligent Information System Supporting. C'est écrit en européen. J'ai pas tout dit. Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Le projet européen INDECT vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées et des comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion, des serveurs de données, des échanges peer-to-peer ou même des PC individuels. Ça a prévu pour arriver en 2014, chers concitoyens. Des agents informatiques ou des programmes spécialisés seront chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire de données personnelles ou non. Des moteurs de recherche adéquats seront développés. S'y ajoute le développement exponentiel des caméras de surveillance. Adoption en 2010 de la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPSI 2, l'État pourra désormais imposer aux municipalités l'installation de caméras dans 3 cas: la prévention des actes de terrorisme, c'est quand même très vague, les sites d'importance vitale ou les intérêts fondamentaux de la nation. On pourrait dire aussi au risque de pluie. L'État a décidé de multiplier par 3 le nombre de caméras qui passeront de 20 000 à 60 000 d'ici à quelques jours, à fin 2011, dont 1 millier à Paris. Ça veut donc dire quand même que nous en sommes maintenant à 1 caméra de surveillance pour 1000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça donne. Voici les caméras à Paris. Voici les caméras dans le 11e arrondissement de Paris. Et tout ceci à l'insu totale de nos concitoyens. On parle de la menace terroriste. Ajoutons à cela le mandat d'arrêt européen. Le 11 juin 2002, une décision cadre de l'Union européenne a instauré le mandat cadre européen qui a été transcrit en droit français en 2004. Ce mandat remplace la procédure traditionnelle d'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale d'adopter sans discussion la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre. Au motif qu'on aurait les mêmes valeurs. Pensez comme on a les mêmes valeurs. Vous savez qu'en Estonie, il y a quelques jours, le nouveau vice-président d'une commission du Parlement est un ancien Waffen-SS. Et vous savez qu'en Lettonie, en Estonie, on commémore les Waffen-SS. Et avec message du ministre de l'Intérieur, par exemple, ou du ministre de la Défense. On ne trouve pas ça, évidemment, on ne trouve jamais ça sur TF1.
Il faut aller sur RIA Novosti pour avoir les photos et pour avoir les informations réelles. L'objectif affiché de ce mandat d'arrêt européen est la construction d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne à travers une procédure plus simple, plus efficace et plus rapide. Mais en fait, loin d'unifier le droit au niveau de l'Europe, le mandat d'arrêt européen étend au contraire à toute l'Union européenne le champ d'application des procédures d'exception et les lois liberticides spécifiques à chaque État membre. Puisque qu'est-ce qu'a fait le génie de l'Europe ? Le génie de l'Europe, c'était justement que lorsque quelqu'un était menacé, peut-être parfois pour de bonnes choses, il y a des motifs réels et judicieux d'extradition, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand quelqu'un était menacé pour ses écrits, ses opinions publiques, ses opinions politiques, il allait se réfugier dans un autre État. On a de nombreux exemples de l'histoire de l'Europe. Léonard de Vinci, Descartes, Rousseau, Sigmund Freud. Que serait-il devenu si le mandat européen avait existé à leur époque ? Léonard de Vinci, qui s'était réfugié chez François Ier au Clos Lucé pour fuir la cour des Visconti. Descartes, qui s'était réfugié aux Pays-Bas pour écrire le discours de la méthode. Voltaire, qui se réfugiait en Suisse ou éventuellement en Prusse, parce que ses pamphlets lui valaient la vindicte de la monarchie française. Sigmund Freud, qui s'est réfugié en Angleterre en 1938 pour échapper à la barbarie nazie. Que serait-il devenu avec le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire l'automaticité et le non-respect des procédures d'extradition traditionnelles ? Alors, si nous voulons rétablir une société de liberté conforme au génie de la République française, nous devons d'abord limiter à 2 mois la durée des plans Vigipirate, renouvelables uniquement sur autorisation du Parlement, et un référendum obligatoire après 3 renouvellements. Il ne faut pas exagérer. Ça fait 6 ans que l'on a des militaires dans les rues. Deuxièmement, il faut rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des communications. La subordination de toute écoute téléphonique, surveillance d'Internet et fichage de données à une autorisation expresse d'un juge sur soupçon dûment motivé. Troisièmement, rétablissement du principe fondamental de la liberté d'aller et venir sans avoir en permanence le sentiment d'être surveillé par des caméras. L'adoption d'une législation beaucoup plus restrictive dans l'installation des caméras de surveillance dans les lieux publics et privés, le réexamen de l'utilité et de l'efficacité de tout le dispositif existant. La suppression de la reconnaissance du mandat d'arrêt européen et le retour à la procédure normale d'extradition garante des libertés publiques, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y aura pas d'extradition. Ça veut dire que simplement, eh bien, on le verra en fonction des dossiers les uns après les autres. C'est d'ailleurs une mesure, toutes ces mesures, en particulier le refus du mandat d'arrêt européen, est une mesure parfaitement cohérente avec la sortie de la France de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Sarkozy, je parle pas de lui, M. Hollande, comment vous l'appelez, M. Mélenchon, tous ces gens de gauche qui, normalement, devraient s'être emparés de tous ces sujets, ils sont muets comme des carpes. Ils n'ont pas un bœuf sur la langue, ils ont l'Europe sur la langue. Le retrait immédiat de la France du réseau INDECT, l'interdiction absolue de tout système de puçage RFID sur les êtres humains. Et en particulier la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour une interdiction mondiale de ce qui est une nouvelle barbarie. Le 5e point, toujours tiré du programme du CNR, établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Le plus fort de l'histoire, c'est que tout ce que nous venons de voir sur cette société de surveillance généralisée se traduit par des chiffres qui sont
absolument le contraire de ce que prétendent les organisateurs de ces dispositifs. La Cour des comptes a publié un rapport où elle a examiné les chiffres de la sécurité entre 2002 et 2010. Les résultats en matière de lutte contre la délinquance sont relativement contrastés, puisque le recul des atteintes aux biens est de 28% sur la période, mais la hausse des atteintes aux personnes est de 21,2%. Or, normalement, justement, d'ailleurs, ces fameuses caméras devraient beaucoup plus interdire les atteintes aux personnes dans la rue que les cambriolages au fin fond d'un appartement. Nous avons assisté par ailleurs à une baisse des effectifs, une baisse des moyens, une faible présence sur la voie publique des policiers, puisque maintenant on met des militaires, une lutte contre le trafic de stupéfiants inefficace, une organisation coûteuse du temps de travail et enfin le développement rapide et coûteux de la vidéosurveillance et, comme a dit pudiquement la Cour des comptes, sans réelle preuve de son efficacité. C'est-à-dire que c'est nous avons maintenant une caméra pour 1000 habitants, eh bien la preuve de l'efficacité est nulle. Alors, ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Eh bien, depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les jeux entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation, et on y lit, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est à la 10e ligne du document, du résumé. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle, c'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, erga omnes, c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la 11e ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes qui a été publié le 27 juillet 2011 sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010 en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gêné aux entournures, qui a dit « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ». En effet. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé, c'est pas moi qui le dis,
Ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects. De toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010, en fonction des incriminations. 2,7% on a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% de cas du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux, dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la 'ndrangheta calabraise, la camorra napolitaine, et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci aux résultats des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes, extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1, 4,6%. Les islamistes, 1 cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France, eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Les divers et mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles? Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0%. Extrême gauche, 4,4%, 0%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectés, 95,4%. Divers, 0,4%, 4,6%. Islamistes, 26,1%, 0%. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça c'est du terrorisme au Pays basque, espagnol et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. C'est ça la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle en fait si peu? Le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi doit donc nous amener à avoir sur ces questions qui sont très importantes
puisqu'elles sont insidieuses dans la société française. Elles sont pernicieuses quant au regard que les gens portent les uns sur les autres au sein de la communauté nationale. Nous devons avoir, avec les grands principes républicains qui sont les nôtres, une attitude qui doit être fondée sur les grands principes. Premièrement, nous devons remettre au premier plan les principes républicains essentiels de la laïcité et du refus du communautarisme. Il s'agit du fondement même de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. Donc nous refusons absolument tous les comportements communautaristes des uns ou des autres. Mais aussi, nous devons être justes. Nous devons refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, parce que c'est quasiment une politique officielle maintenant de l'État. Nous procéderons donc à la refonte du livre blanc, qui doit redevenir un livre blanc de la défense nationale, et ne pas mélanger les genres avec les questions de police intérieure, ni insinuer l'existence d'un ennemi intérieur. Nous devons donner un coup d'arrêt à la rhétorique du terrorisme djihadiste qui constitue le fondement de la perte des libertés publiques que j'examinais précédemment avec la multiplication des caméras et de tous les systèmes de surveillance de la population. Et nous devons lutter effectivement contre toutes les formes de terrorisme. Le terrorisme djihadiste, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais aussi les mouvements terroristes régionaux. Et nous devons expliquer aux Français qui sont ceux qui financent les actes terroristes régionaux, quels sont les liens qu'ont le FLNC ou les partis régionalistes basques, etc., quels sont les liens, etc. Il faudra qu'on mette tout ceci au clair devant le peuple français. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Le 6e point, je reprends là aussi l'expression faite par nos ancêtres de 1944. Instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Alors, l'éviction des féodalités économiques et financières, vous le savez bien, je ne vais pas me répéter, puisque ça figure dans notre programme depuis maintenant plusieurs années, c'est réattribuer à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Sans quoi tout contrôle de l'endettement public est voué à l'échec. Je voudrais à cet égard, comme je parle toujours un langage de vérité, je voudrais à cet égard attirer quand même l'attention de mon public sur le fait que ce financement n'est pas la panacée. Parce qu'il est exact que lorsqu'un État fait du déficit budgétaire, il y a plusieurs façons de le remplir, d'y subvenir. Il y a la façon de la monétarisation, comme on pouvait le faire du temps avant de la loi de 1973. Il y a la solution qui a été adoptée après la loi de 1973 et avec l'article notamment 123, comme vous le savez, des traités européens, qui impose cette solution qui consiste à interdire à l'État et aux collectivités publiques de présenter leurs propres effets au financement de la Banque de France et donc à se porter comme un particulier sur les marchés financiers et donc d'acquérir des fonds qui sont moyennant intérêt. Alors, bien entendu, nous reviendrons sur la loi de 1973 en réintroduisant la faculté à la Banque de France de faire ses avances, c'est-à-dire de faire de la création monétaire sans taux d'intérêt. Il faut avouer que, effectivement, le prix à payer sera probablement une augmentation de l'inflation, puisque tendanciellement, je sais que j'ai vu certaines analyses qui montrent que l'inflation n'a pas diminué après 1973, mais parce que l'inflation a
à des tas de raisons diverses et variées. Nous avons eu le premier puis le deuxième choc pétrolier en 73 et 79. Mais il est vrai que sur longue période, il y a quand même une preuve que ce système est plus inflationniste. Mais de quoi parlons-nous? Parce qu'il faut bien voir que ce sont des choix très politiques qui se cachent derrière. Faire de l'inflation, c'est en fait prendre le parti des pauvres contre les riches, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire de ceux qui n'ont pas d'argent par rapport à ceux qui ont des biens. En revanche, ne pas faire d'inflation et payer des taux d'intérêt, eh bien, c'est prendre le parti des rentiers contre les pauvres. Je simplifie à l'extrême, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir redonner à la France son pouvoir normal, et ensuite, d'ailleurs, en fonction du jeu normal de la démocratie, puisque je vous rappelle que mon objectif à moi, ça n'est pas de m'incruster, c'est de rendre aux Français leur démocratie pour qu'ensuite, ils puissent, que ce soit à droite ou à gauche, avoir une politique de droite ou une politique de gauche. Alors lutter contre les grandes, féodalités économiques et financières, c'est aussi lutter contre ces sociétés que, à vrai dire, il y a encore 10 ans, personne ne connaissait beaucoup en France. Enfin, moi, je connaissais, puisque dans le monde financier, on savait ce que c'était, mais le grand public n'était pas du tout au courant de ce qu'était Moody's, Standard & Poor's ou Fitch Ratings. Mais maintenant, il en est question tous les jours. Et ces agences de notation ont des humeurs, puisque j'ai vu que récemment, Standard & Poor's a tiqué devant l'accord entre le Parti socialiste et ELV. Je ne suis pas socialiste, je ne suis pas ELV. Je trouve que c'est leur problème et que cet accord me fait doucement rigoler. Mais ce n'est pas mon problème. Et en tout cas, ce que je reconnais aux gens qui sont au Parti socialiste et à EELV de décider quand même de ce qu'ils veulent faire. Bien non, Standard & Poor's, je voyais une dépêche, s'est ému et s'est assez scandalisé de ce truc en disant qu'elle allait baisser la note d'Areva. Bon. Alors où allons-nous? Eh bien, on va en fait dans le fait que nous avons des féodalités. Et qui sont ces féodalités? Ben, derrière Moody's, il y a un monsieur qui s'appelle Warren Buffett, qui est le seul actionnaire à posséder plus de 5%. Il en possède 13% de Moody's. Monsieur Warren Buffett, qui est, selon les années, numéro 1 ou numéro 3, selon le magazine Forbes, de l'homme le plus riche du monde. Aux dernières nouvelles, il était numéro 1 en 2009. En 2011, il est tombé au numéro 3. On va se cotiser pour lui. Monsieur Warren Buffett, qui a écrit donc ce livre « 10 ways to get rich », 10 façons pour devenir riche. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'il est, le propriétaire de référence de Moody's. Donc, lorsque Moody's annonce qu'elle va peut-être, en tout cas qu'elle met sous surveillance la France, monsieur Warren Buffett, qui est un spéculateur né, il doit savoir quelques jours avant ce que sa propre société, du moins celle où il est actionnaire de référence, risque de sortir sur la France. Standard & Poor's est possédé par le groupe McGraw et c'est M. Harold McGraw III. Vous savez, c'est comme le Pendwick II. Donc vous avez le McGraw III qui est le propriétaire de Standard & Poor's. Quant à Fitch Ratings, eh bien c'est la propriété, enfin largement, du français Marc Ladret de Lacharrière. Alors il ne faut pas charrier. On ne peut plus avoir des États qui soient sous la houlette et tétanisés par ce que va déclarer Pierre, Paul ou Jacques, c'est-à-dire Moody's, Standard & Poor's ou Fitch Ratings. D'ailleurs, en plus de ça, nous sommes dans ce qu'on appelle le pur scientisme. Je rappelle que ces agences ont complètement failli à leur tâche avant 2008. Je rappelle par exemple que Lehman Brothers était encore coté AAA par Standard & Poor's quelques semaines avant son dépôt de bilan, alors que normalement, d'après les règles mêmes de Standard & Poor's, une société qui risque de déposer son bilan dans les 6 mois doit être cotée, je crois, CCC. Donc ça veut dire que ce sont des charlatans. C'est de la manipulation de l'opinion. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai vu dans la presse, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument réglementer les agences de rating. Mais de qui se moque-t-on?
Ça veut dire quoi, réglementer les agences de rating? Imaginons par exemple que la France et l'Union européenne se disent on va réglementer, on va interdire à Standard & Poor's ou à Moody's de publier tel ou tel truc. Mais quel sera leur pouvoir pour le faire? Rien du tout. Et s'ils créent des agences spéciales, des agences de l'Europe, pour dire mais non, tout va très bien, l'euro c'est AAA+, mais qui les croira sur les marchés financiers? Tout le monde croira évidemment les autres. Donc en fait, le système n'a qu'une seule possibilité d'être réformé, c'est de rétablir le contrôle des flux de capitaux, des marchandises et de services. Comme disait le général de Gaulle, la politique ne se fait pas à la corbeille. L'éviction des féodalités économiques et financières, c'est également donc rétablir un contrôle des mouvements de capitaux, ce qui implique évidemment de sortir de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes ces personnalités de gauche que vous voyez s'agiter devant la télévision n'ont strictement rien à dire d'ailleurs, puisqu'ils ont toujours leur Europe sur la langue. Eh bien, contrôle veut dire contrôle. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire de la France... Parce que je vois très bien ce qu'on en dit. Ah, vous voulez faire de la France la Corée du Nord? Non, il ne s'agit pas de faire la France la Corée du Nord. Vous savez, les contrôles de capitaux, quand je suis sorti de l'école d'administration, eh bien, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. C'est d'ailleurs qui a supprimé les mouvements de capitaux en France? C'est M. Bérégovoy, ministre socialiste des Finances. Bon. Donc, les contrôles des capitaux, on a très bien vécu avec les contrôles de capitaux pendant des siècles. Donc ça n'est pas du tout l'horreur que l'on voudrait nous présenter. Contrôle, ça veut dire contrôle. Ça n'est ni une interdiction systématique, ni une autorisation systématique. Ça veut dire qu'on vérifiera, en fonction des montants, bien entendu. Les gens qui veulent aller passer leurs vacances à l'étranger et qui veulent sortir 3 000 € seront en dessous du moment où on commencera à examiner les choses. Mais en revanche, à partir du moment où une société veut transférer 1,5 milliard d'euros en Chine pour y construire une entreprise, là, pour y construire une usine, on regardera un peu plus près ce qui se passe. De toute façon, c'est soit ça, c'est soit un retour du contrôle des capitaux, soit l'abdication de toute souveraineté devant les fonds d'investissement, les banquiers et les agences de notation.